Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h et on va parler de l'habitat de demain. Sera-t-il écologique face aux crises sanitaires, sociales et environnementales? Les promoteurs immobiliers jouent un rôle important pour devenir un acteur engagé de l'immobilier durable. Et l'ensemble des acteurs du territoire est concerné par ces enjeux. Mais la filière de la promotion immobilière, par son statut de maître d'ouvrage, possède un pouvoir d'action particulièrement important. Et puis, absolument. Et puis les leaders du secteur s'engagent et mettent en place des bonnes pratiques face à une réglementation de plus en plus incisive. On va en parler avec notre invité qui est là ce soir, Josué Janin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la promotion nationale chez Constructa. Constructa, c'est une plateforme de services immobiliers qui regroupe combien de métiers aujourd'hui ? Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors Constructa, c'est une plateforme de services effectivement qui regroupe 4 métiers, des métiers de service et un métier industriel, j'ai envie de dire, qui est le métier de la promotion, qui est le cœur de notre sujet de ce soir. Et on parle donc d'une société de gestion qui fait quoi aujourd'hui ? Donc il y a une société de gestion qui lève des fonds auprès d'investisseurs institutionnels avec des thématiques particulières. Cette société s'appelle Victoire Haussmann et elle lève des fonds avec une thématique de régénération urbaine. Donc la volonté est d'aller sur des territoires à renouveler, à régénérer, à renaturer, donc à dépolluer en priorité. Oui, parce que c'est finalement c'est l'un des enjeux de la promotion immobilière, c'est de dépolluer sans démolir en fait, c'est de trouver des moyens. Alors pour ça, on a besoin d'argent et on a besoin du temps long. Le promoteur immobilier, il travaille sur un temps qui est plus court que le financier, qui lui est capable d'acheter un terrain, de le porter pour le compte d'un promoteur immobilier qui lui ensuite fera son travail. Donc on a besoin d'argent et de financiers qui sont prêts à prendre ce risque d'acheter des terrains pollués pour les dépolluer et les confier à des promoteurs immobiliers qui réaliseront la ville de demain. Alors ensuite, il y a un autre... Alors vous êtes promoteur immobilier, vous commercialisez, vous gérez aussi des actifs. Alors il y a un métier historique chez Constructa qui est la commercialisation avec une société qui s'appelle 1964, qui est le métier historique donc depuis sa date de création et qui commercialise des logements. Dans les années 60 ? 1964 précisément, et qui commercialise des logements pour le compte du promoteur maison que je suis et également pour le compte de promoteurs extérieurs qui n'ont pas de force de vente. Et donc Constructa Vente, comme c'est qu'elle s'appelait avant, accompagne ces promoteurs dans la commercialisation. Donc c'est un agent immobilier qui vend des appartements sur plan, qui n'existent pas, et qui va vous convaincre de lui faire un chèque de réservation pour un appartement. Et de lui faire confiance. Voilà, et de lui faire confiance. Un chèque avec provision. Un chèque avec provision, qui va chez le notaire bien sûr. Et l'appartement sera livré au client lorsque le promoteur aura réalisé le programme quelques années plus tard. C'est une entreprise qui a une âme, puisque c'est une entreprise familiale à taille humaine, avec un esprit plutôt audacieux. Malheureusement, il y a 2 ans, enfin bientôt 3 ans, est disparue justement cette personnalité emblématique. Alors, c'est une entreprise qui est empreinte de l'ADN de Marc Pietri et de l'âme, puisque vous employez ce terme, de son fondateur et de son capitaine, puisque il était seul actionnaire de cette société qui a traversé les âges, qui a traversé l'histoire. Il avait pour habitude de dire que c'est la plus ancienne société immobilière indépendante française, qui s'est exportée aux États-Unis, qui a réalisé des projets immobiliers à Miami, à New York. Comme l'hôtel Sofitel à New York, par exemple. Comme le Sofitel à New York, qui a fait célèbre pour... D'ailleurs, il y a eu une anecdote... Code 2806, allez-y. À ce propos, l'anecdote. Marc Pietri avait croisé François Hollande lors d'un déplacement officiel à Marseille, et il lui avait dit, vous savez, Monsieur le Président, vous me devez votre élection. Bon, je crois que ça ne l'avait pas fait rire du tout, bien qu'il ait un humour reconnu, mais je crois que ça ne l'avait pas fait rire du tout. Pourtant, c'était drôle. Marc Pietri avait beaucoup d'humour. Et donc, cet ADN transpire chez ses collaborateurs. C'est une petite entreprise. On est un petit peu plus de 200 collaborateurs. Différents métiers, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé. Et puis, de l'audace, parce que à travers le temps, il a réalisé des opérations qu'il dépassait. Ne serait-ce qu'une tour à Marseille, la Marseillaise, réalisée par Jean Nouvel, construite par Très grand Vinci. architecte.
S'il en est. Et donc, ces deux géants avec un petit pousset au milieu qui est Constructa. Et Marc Pietri disait, je me souviens de lui dans le chantier, il regardait la mer, il disait, tout ça me dépasse en fait. Tout cela me dépasse. Et ça, c'est l'audace, c'est la force de cet homme, c'est la force de cette entreprise d'être capable d'aller au-delà de ce qui paraît réalisable quand on regarde un terrain et qu'on pense à une opération de promotion. Il avait, juste un mot encore de lui, il avait cette expérience américaine et il disait toujours « Think global and sky is the limit Ouais. ». Voilà. Le ciel est la limite. Ouais. Nous, on travaille comme ça et on n'a pas de limite sur la qualité des projets qu'on a envie de mettre en œuvre. Le fondateur est disparu en 2020, il a laissé encore une grosse trace dans l'entreprise, une grosse empreinte. C'était un dinosaure de l'immobilier, si je puis dire. Ouais. Il était évidemment connu de toute la profession et il a laissé une énorme trace dans l'entreprise. Et la principale trace qu'il laisse, c'est ses enfants, qui sont les actionnaires de l'entreprise aujourd'hui. Jean-Baptiste Pietri, qui est architecte, a pris les rênes de l'entreprise au décès de son papa avec beaucoup de courage et beaucoup d'engagement. Et aujourd'hui, c'est lui le président du groupe et nous l'accompagnons pour cette aventure qui continue. Après, beaucoup d'engagement aussi, parce que on est dans les vraies voies responsables. Il y a une fondation de Marc Pietri sur l'égalité des chances. Alors, la fondation Marc Pietri, elle est pilotée, si je puis dire, par Marie-Victoire Pietri, qui est la dernière des filles de Marc Pietri. Et cette fondation est née après le décès de Marc Pietri. Marc Pietri, dans chacune des opérations de Constructa, il nous disait toujours « Quelle est l'action sociale ? Quelle est l'action que vous allez faire pour le territoire ? Qu'est-ce que vous avez prévu ?» D'ailleurs, confidence, dans nos bilans, il y a toujours une petite ligne économique qui est action citoyenne, action sociale, action citoyenne. Qu'est-ce qu'on donne au territoire? Qu'est-ce qu'on apporte en plus au territoire? Parce que on lui prend quelque chose finalement. On vient s'implanter, promoteur, dans un territoire qu'on ne connaît pas. On va faire un immeuble pour je ne sais combien de générations, si on a bien réussi notre travail. Et puis ensuite, on s'en va. Donc, il faut laisser une trace et il faut se faire adouber, adopté par les gens. Donc la Fondation Marc Pietri, c'est une fondation qui a vocation à promouvoir l'égalité des chances à travers des actions citoyennes, comme ça peut être, on l'a fait à Évry il y a 3 ans, accompagner des enfants à la mer, qui n'avaient jamais vu la mer, qui sont des enfants des quartiers un peu difficiles, et qui vont sur les plages du débarquement, comprendre ce que c'est que l'histoire de France, comprendre ce que c'est que le passé qui construit l'avenir de ses enfants. Justement, cette responsabilité, parce que vous avez une responsabilité en tant que promoteur immobilier, on parle de cette responsabilité culturelle, puisque vous venez de le dire, quand vous implantez un immeuble, donc ça veut dire qu'avant, vous travaillez avec les élus, vous essayez de vous immerger peut-être sur le territoire, de comprendre comment ça fonctionne en local, justement, pour que l'immeuble qui va se dresser rentre dans le paysage. Alors, on dit toujours qu'il faut contextualiser les projets. Contextualiser les projets, ça veut dire rentrer dans un territoire et finalement s'y adapter. C'est pas le territoire qui va s'adapter à nous. Oui. Donc, la première chose, évidemment, c'est le terrain et son environnement proche. C'est ses habitants, mais c'est aussi, et vous l'avez rappelé, c'est les élus. Qu'est-ce qu'on fait pour apporter quelque chose de plus aux élus? Il ne s'agit pas de couler des mètres cubes de béton. Ça n'intéresse personne, en fait. Donc, la responsabilité que nous avons à bâtir la ville, je pense que c'est une responsabilité culturelle qui est très forte et qui conditionne la vie des gens. Mais chacun a pour origine son quartier, sa ville, sa région. Et donc, travailler dans les territoires, c'est aussi faire un acte de culture que de bâtir l'immobilier de demain. Et de ne pas dénaturer. Oui, il y a aussi une responsabilité sociétale dans la construction. La ville, c'est un symbole, c'est un marqueur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut être accepté par les habitants. Alors, il y a des moyens de droit de rejeter le promoteur, qui est un des sports nationaux, qui est de faire des recours contre son permis de construire. Mais au-delà de ça, Constructa met en place, lorsqu'on a parlé du commercialisateur, le commercialisateur chez nous, il n'est pas dans une bulle de vente, il est dans une maison du projet. La maison du projet, elle accueille le quartier, elle anime, on va bientôt faire ça d'ailleurs dans l'Est de la France sur un très gros projet qu'on a, des cafés archi.
Donc on a une réflexion avec les élus, avec les habitants, avec nos futurs clients sur le quartier, ouais. sur les attentes. Ouais. Donc on le fait en amont, on le fait pendant, parce que, et là aussi c'est un point culturel qui me semble important de relever, on trouve parfois des vestiges archéologiques quand on fouille sur les territoires. Ah ben oui. Il faut les mettre en valeur. Ah oui. Donc on a un partenariat avec l'INRAP, qui est l'Agence nationale de l'archéologie préventive. Donc quand on se trouve sur un terrain et que finalement il y a des vestiges, comment est-ce qu'on fait pour les mettre en valeur plutôt que ça soit quelque chose de négatif ou on arrête le projet? Là, c'est assez simple. On se met autour de la table et on demande aux élus comment est-ce qu'on fait pour mettre en valeur ce patrimoine. Certains, ça les intéresse pas. D'autres, et j'ai un exemple encore une fois dans l'Est de la France, nous demandent de le valoriser. On refait notre permis de construire, on refait notre projet et on met en valeur les anciens murs de la citadelle Vauban qui était la porte d'entrée de la France face à l'Allemagne. Eh bien, vous restez avec nous. On revient dans un instant. On reviendra sur ce point important, sur la transformation de l'immobilier avec les enjeux environnementaux, parce que ça aussi c'est un enjeu pour les constructeurs, en tout cas immobiliers, et les promoteurs immobiliers. Vous restez avec nous. Ce sont les vraies voix responsables. On reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables avec notre invité Josué Janin qui est avec nous, directeur adjoint de la promotion nationale chez Constructa, qui est un promoteur immobilier. Et les enjeux forcément d'un constructeur immobilier, c'est de se dire que l'environnement, il faut faire attention à l'environnement. Et il y a des possibilités, Philippe, justement sur ces modèles. On construit maintenant ce qu'on appelle des bâtiments à énergie positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on produit plus d'énergie qu'on en consomme et finalement il n'y aura plus de problème de coupure de courant parce qu'on rechargera même sa voiture électrique ou hybride sur le bâtiment qui aura chargé de l'électricité ? Alors les bâtiments à énergie positive, on peut rêver. Ce sont des bâtiments qui produisent et qui sont autonomes en énergie et qui peuvent même produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. C'est-à-dire en revendre, en stocker, et le principal élément étant effectivement qu'ils puissent les revendre et ne pas consommer d'énergie à l'extérieur. Donc on apprend petit à petit, parce que vous le voyez autour de nous à Paris. La société évolue. Voilà, la société évolue, mais il y a surtout un parc immobilier qui est d'abord à rénover avant de construire et de produire mieux de l'immobilier neuf. Aujourd'hui, on essaye de moins démolir, de moins déconstruire et de travailler sur de l'immobilier existant. Il y a beaucoup de projets immobiliers qui sont de la transformation d'immobilier obsolète. On a vu une crise du bureau, ou en tout cas des difficultés sur le marché du bureau après la crise du Covid. Ces immeubles vont devoir se transformer, ils peuvent se transformer en logement, parce qu'on a un besoin structurel du logement et une véritable crise du logement. Donc l'axe principal, c'est le respect des contraintes environnementales, la décarbonation et évidemment d'avoir des bâtiments qui soient autonomes en énergie, comme on a réussi à le faire pratiquement sur des voitures, et petit à petit, on apprend et ça rentre dans les mœurs. C'est pas un travail facile, ça surenchérit le coût de construction, et aujourd'hui on est dans des effets de ciseaux qui sont très compliqués entre les prix du terrain, les prix des entreprises, le prix de l'immobilier qui lui ne monte pas jusqu'au ciel, ou alors c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une bulle qui va éclater. Voilà. Donc, mais ce qui va créer des inégalités forcément, puisque entre des immeubles qui vont être refaits, en tout cas dans la tendance énergétique d'aujourd'hui, et des bailleurs sociaux qui n'auront pas forcément les moyens, même s'ils vont, je pense, être obligés, et les immeubles avec de multipropriétaires dedans, ça va être un peu compliqué. Le parc. Je crois que la difficulté, elle viendra plus des copropriétés. Parce qu'il faut s'entendre, quand il faut voter quelque chose en assemblée générale de copropriété, tout le monde n'a pas le même avis, tout le monde n'a pas les mêmes enjeux. Parce que ce sont des gros budgets quand même. C'est des gros budgets, évidemment. Vous parlez des bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux sont très responsables dans ce domaine. Ils ont un parc immobilier qui constitue leurs actifs dont ils prennent soin. Ils font très attention, ils investissent énormément d'argent et ils sont contraints par la loi de rénover le parc immobilier social. Ensuite, les promoteurs, les opérations privées,
Eh bien, c'est le marché qui va dicter ça. J'ai envie de vous dire que vous achèterez plus cher ou vous achèterez mieux un immeuble qui sera respectueux de l'environnement, qui sera bas carbone, qui sera autonome, plutôt qu'un immeuble qui ne le sera pas. Donc il y aura une inégalité sur le marché et seront vendus à meilleur prix, eh bien, les immeubles qui seront de meilleure qualité, mais ça c'est vrai dans tout, dans la vie. Mais est-ce que ça va pas encore creuser les inégalités? Parce que ceux qui ont de l'argent vont pouvoir s'acheter des bâtiments, des maisons ou des appartements rénovés qui consomment peu, alors qu'avec l'explosion des coûts de l'énergie, ce seront les plus modestes qui vont payer 2 fois quelque part. Alors il y a des aides de l'État qui sont mais elles vont mises en place, pas éternelles. Mais elles sont pas éternelles et elles sont pas infinies. Donc voilà, ça a ses limites. Je pense que nous on agit comme professionnels de l'immobilier, donc on a cette responsabilité globale sur les projets qu'on engage, qui sont des projets neufs où on part d'une feuille blanche. Et donc, il n'y a rien de mieux à faire que de faire bien ou que de faire mieux quand on part de la feuille blanche. Je dis toujours à mes collaborateurs, il n'y a rien d'impossible. L'immeuble n'est pas construit. Oui. La seule limite, c'est une limite financière ou une limite réglementaire. Donc voilà, il y aura pour les copropriétaires, à mon avis, quelque chose qui sera une distorsion par rapport à de l'immobilier neuf. Le neuf, tout ce qui est législatif autour forcément des enjeux environnementaux pour la filière, en tout cas immobilière, vous avez dû vous réorganiser, vous reformer, forcément d'apprendre et d'utiliser des matériaux que vous n'utilisiez pas avant. Alors, on est une petite structure chez Constructa, donc on le fait à notre mesure, mais il faut suivre la mesure, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que les grands promoteurs et nos grands confrères, ils avancent très vite, donc il faut les suivre, il faut rester compétitif. Ça nécessite de se former, d'apprendre, de se réorganiser, donc d'avoir des équipes spécialisées avec des techniciens, de s'entourer lorsqu'on ne peut pas les avoir en interne, de sachants en externe, de prestataires qui nous accompagnent. Et les ambitions sont là parce que le promoteur immobilier qui va répondre à un appel d'offres, qui va venir répondre sur un concours, sur un terrain, venir présenter aux élus, il faut qu'il soit armé, il faut qu'il sache de quoi il parle, et il faut que sa proposition, entre la promesse qu'il fait au départ de l'immeuble qu'il livrera dans 5 ans, si l'immeuble n'est pas conforme à la promesse, vous ne travaillez plus sur le territoire. Donc ça nécessite de s'organiser et d'avoir des équipes qui soient de plus en plus formées à ces nouveaux modes constructifs. Est-ce que vous êtes assez soutenu par les mesures du gouvernement? Est-ce que les liens justement que vous avez avec des ministres, votre ministre de tutelle par exemple, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des subventions? Comment ça fonctionne avec les maires? Vous dites que ce sont effectivement des appels d'offres, mais est-ce qu'il y a des accords, des partenariats, peut-être avec la Cour des comptes par exemple ou d'autres entreprises pour vous aider à lever parfois de l'argent ou des fonds pour arriver à faire monter des immeubles? Alors, le ministre du Logement, Olivier Klein, connaît bien l'immobilier, il connaît bien les territoires. C'est un maire qui a travaillé dans les quartiers et qui sait exactement quelles sont les problématiques des territoires et des opérateurs immobiliers en particulier. Ensuite, il faut une volonté politique forte. Y a-t-il dans ce gouvernement et avec cette politique une volonté politique forte en matière d'immobilier? Je me pose la question. Donc il y a des aides de l'État, évidemment. Il n'y a pas d'aide de l'État en matière immobilière pour les promoteurs immobiliers. Il y a des aides de l'État pour dépolluer des fonciers, dépolluer des terrains. Il y a des aides de l'État pour les particuliers qui viennent acheter. Mais entre les deux, il y a un opérateur immobilier qui, lui, se débrouille et subit un peu les affres des difficultés du marché, c'est-à-dire pas de foncier, très peu de foncier, très peu d'autorisation de construire. Les maires donnent très peu de permis de construire. Et moins de dotation pour les maires surtout, donc difficile aussi de s'engager sur des projets à long terme. Absolument, c'est un acte politique très fort de construire. Donc il y a des maires qui sont courageux, qui s'engagent et qui bâtissent. On dit souvent maire bâtisseur, maire battu. Non mais ils ont aussi peur de ça et ils ont raison parce que construire la ville, c'est construire son électorat. Donc c'est un métier qui se travaille sur le temps long. Et on le regarde à l'échelle de dizaines d'années. Voilà, une opération immobilière, entre le moment où on identifie un terrain et le moment où on va livrer un appartement à un client qui aura, j'espère, le sourire, il se passe 6 ou 7 ans.
Donc la réglementation peut changer, les aides peuvent changer, les le maire peut changer. Le maire peut changer. Et même plusieurs fois. Les prix des matières premières, on en parlait tout à l'heure, les prix des matières premières augmentent aussi terriblement. Et ça, c'est une véritable contrainte pour le promoteur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suis Janin, directeur adjoint de la promotion nationale chez Constructa. Allez voir sur les sites, c'est très joli. C'est très très joli. Comment on peut dire en fait des réalisations. Voilà, je cherchais le mot. Vous savez, il est 8h. Il faut que j'aille me coucher. Merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. On se retrouve demain à 17h avec vous, Philippe David, à 17h dans les vraies voix. Frais et dispo, en pleine forme, comme tous les jours du lundi au vendredi. Dans quelques instants, notre ami Yvan Cujous dans l'offre soit André Manoukian, Dalia Belaïch et Alan Ved. Mais tout de suite, on va parler argent. Encore. C'est conseil de famille avec Stéphane Boller.